Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur les espèces aquatiques envahissantes et accumulatrices de contaminants. Pour en parler avec moi aujourd'hui, on retrouve Benoît Bazinet, qui est le collègue de Bernard Lavallée, conseiller scientifique au CETO. Je me nomme Bianne Québédard, je suis la directrice générale du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue et on retrouve également à mes côtés Sonia Bémel, coordonnatrice scientifique chez Agiro. Alors, pour bien présenter leur enjeu, nous allons nommer les différents enjeux et les impacts. Donc, je laisse la parole à M. Bazinet. Oui, bonjour tout le monde. Commençons par une plante aquatique ou une algue envahissante. Qu'est-ce que c'est? Là, plus loin dans notre présentation, vous allez voir des belles photos. Donc, on commence par la définition. Une plante aquatique ou une algue envahissante, là, c'est une espèce qui va se propager très, très rapidement dans un environnement aquatique. Pourquoi elle prolifère aussi rapidement? Ben, c'est souvent parce qu'il y a une absence de prédateurs naturels ou tout simplement qu'on ne la contrôle pas. Elles vont coloniser très facilement des nouveaux habitats, elles vont perturber l'écosystème et avoir toutes sortes d'impacts, parfois positifs là, sur l'accumulation de nutriments. Donc, la caractéristique, les 3 points à retenir là, d'une plante aquatique ou une espèce envahissante, c'est croissance rapide, son adaptabilité à l'environnement et son impact négatif qu'on souhaite pouvoir contrôler. Maintenant, je vous présente un contexte d'impact de ces espèces-là. C'est les étangs aérés, qui est un système de traitement de l'eau qu'on retrouve dans 550 stations d'épuration municipales au Québec. C'est le système le plus important, le système de traitement des eaux usées le plus important au Québec. Donc, c'est fait de... Ici, sur la photo, vous voyez 3 bassins. Ça peut aller jusqu'à 8 bassins. Les bassins sont de faible profondeur, sont alimentés par des systèmes d'aération pour activer le processus de traitement biologique. Donc, c'est ici que nos plantes envahissantes vont avoir un impact, vont agir sur la capacité à oxygéner le traitement biologique et vont affecter souvent la maintenance, vont affecter les systèmes d'oxygénation. Donc, vous pouvez imaginer là, que c'est des coûts de maintenance, des coûts d'entretien très importants pour les municipalités. Donc, de mon côté, je vais vous présenter le lac Saint-Charles, qui est la principale prise d'eau potable pour la ville de Québec, qui alimente plus que 350 000 personnes, qu'il est également colonisé par la myriophylle AIP et l'élodée du Canada, donc des plantes à haut potentiel envahissantes. Donc, du côté, ce qu'on peut regarder de manière négative, c'est que de manière générale, on estime qu'il y a une perte du volume d'eau par hydrolyse, notamment dans le bassin sud, qui a seulement que 4,5 mètres de profondeur, puis qui est colonisé à environ 40 par la myriophylle AIP. Et on estime également qu'il y a un potentiel d'augmentation de la matière organique lorsque les plantes se dégradent, donc lors de la sénescence. Donc ça amène plus de matière organique à l'eau brute et plus de matière organique à l'eau brute dit plus de sous-produits à la désinfection au traitement de l'eau. Il y a également la sédimentation lorsqu'elle meurt, elle sédimente dans le fond, donc un potentiel de perte du volume d'eau de ce côté-là également. Or, si on regarde du côté positif, il y a une compétition qui est potentiellement positive avec d'autres espèces, notamment les cyanobactéries, par rapport au fait qu'elles compétitionnent sur les éléments nutritifs avec les cyanobactéries, mais aussi parce qu'ils émettent elles émettent des éléments qui tuent en laboratoire, du moins ça a été démontré, les cyanobactéries. Donc, l'objectif ici, encore une fois, c'est de trouver l'équilibre entre les bienfaits des espèces envahissantes versus les effets négatifs. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les espèces exotiques envahissantes sont généralement introduites par l'homme dans un milieu où elles n'est naturellement pas présente. Donc, elles rentrent en compétition avec les espèces indigènes et prolifèrent au détriment de ces dernières en modifiant l'écosystème naturel. Donc, d'une façon ou d'une autre, l'introduction soit volontaire ou accidentelle,
constituent une menace pour la biodiversité, excusez, mais aussi, notamment dans les contextes hydriques naturels, ça peut aussi entraîner des impacts sur les usages du plan d'eau, donc notamment pour la navigation. Il y a des plantes qui deviennent très denses, donc qui deviennent difficiles de naviguer. Ça va être très difficile aussi d'y s'y baigner, très difficile de pratiquer de la pêche. Et ultimement, il y a aussi une perte de valeur des habitations et des impacts sur le tourisme lorsqu'on a trop d'envahissement d'espèces exotiques envahissantes. Et on peut dire que c'est le cas pour le bassin sud du lac Ossisco à Rouyn-Noranda, où 2 espèces envahissantes ont été identifiées en 2010, soit le Myriophile aipi et l'Élodée de Nuttall. Le Myriophile aipi qui a probablement été introduit de façon accidentelle d'un autre plan d'eau, et l'Élodée de Nuttall qui a probablement aussi été introduit de façon accidentelle par le rejet d'eau d'un aquarium dans les eaux usées. Les impacts négatifs locaux qu'on peut voir spécifiquement pour le lac Ossisco, par exemple, mais qui peuvent s'appliquer ailleurs, c'est que leur présence combinée entraîne une compétition directe avec les autres espèces végétales aquatiques. Donc, on résulte une perte de biodiversité et une homogénéisation. Il y a aussi une perte de jouissance du lac, autant pour l'esthétisme qui est affecté, mais aussi pour l'odeur nauséabonde que dégage la décomposition des végétaux à l'automne. Et évidemment, on a un impact direct sur les usages récréatifs, alors que la navigation devient très peu sécuritaire en période estivale et que les embarcations se retrouvent coincées dans les grandes colonies denses, que le matériel de pêche s'accroche aux plantes, que ce soit en été ou en hiver, malheureusement, que leur présence est très dérangeante pour la baignade et que les plantes aquatiques ont pour effet d'augmenter le pH de l'eau du lac qui occasionne un dépassement de critères sécuritaires pour la baignade. On ne retrouve pas seulement des impacts négatifs, par contre. Dans le cas présent du lac Ossisco, lequel je vous parle, il y a un important passif minier et leur présence, elle est très pertinente puisqu'elles sont capables d'accumuler des contaminants. Donc, dans le cas de l'Élodée de Nuttall, c'est une espèce qui est bioaccumulatrice et qui est capable d'accumuler des éléments traces comme le cadmium, le chrome, le cuivre, le manganèse, le nickel, le plomb, le zinc et le soufre. Et le Myriophile aipi serait reconnu pour bioaccumuler l'arsenic, le chrome, le plomb, le mercure et le cadmium. Beaucoup de ces éléments traces-là se retrouvent dans le sol et dans l'atmosphère de Rouyn-Noranda. Donc, on peut donc supposer que la présence de ces espèces permet une certaine réduction des concentrations en éléments traces dans les sédiments et dans la colonne d'eau. Et ces caractéristiques-là des espèces envahissantes, notamment pour le lac Ossisco, étant prises en considération dans l'exploration de solutions systémiques pour la réhabilitation du plan d'eau. Donc, pour la suite, je vous laisse la parole, M. Bazinet. Oui, différentes pistes de solutions ici sont nommées, entre autres, tout ce qui est les solutions de sensibilisation citoyenne qui ont quand même une portée limitée. La sensibilisation doit se faire à très long terme. Il y a ensuite la mention des stations de lavage d'embarcation, effet limité également, et en ce moment, ce n'est pas réglementé ni obligatoire. Les solutions d'éradication. Donc, on a pour l'instant une méconnaissance ou un déficit de connaissance sur les impacts de cette éradication-là sur l'écosystème. On verra plus tard, là, il faut quand même tenir compte de certains avantages de leur présence. La limitation de l'apport en nutriments pour limiter la prolifération des espèces. Donc, ici, on parle de solutions complexes et potentiellement très coûteuses. Et tout ce qui est intervention mécanique là, pour aller récolter, on parle de fauchage, bâchage, arrachage. Ici, encore là, pour le développement et l'application, la gestion des opérations, potentiellement coûteux, pas nécessairement garant de succès, considérant que les plantes retirées peuvent devenir ensuite là, des matières contaminées. Donc ensuite, on avait des opportunités quand même d'innovation, tout ce qui est processus et stratégie d'entretien des plantes aquatiques. Donc ici, on a une intention de favoriser une certaine prolifération, mais contrôlée, pour contrôler les colonies, limiter la prolifération, mais favoriser, par exemple, l'accumulation de nutriments.
Donc, on veut évaluer la capacité d'accumulation de certaines espèces, soit les espèces qu'on va vous présenter juste après, là, la lentille et la myriophylle, ou d'autres espèces, et de voir un peu la capacité d'accumulation dans le temps, durant le cycle de vie. À ce titre-là, on parle de recherche et développement, par exemple, sur les phytotechnologies. Là, ici, on parle de génie végétal des espèces accumulatrices. Très important de ne pas oublier la concertation avec des experts de différents domaines industriels. On nomme le secteur minier où il y aurait potentiellement un impact assez important là, lorsqu'on parle d'accumulation de métaux dans les espèces de plantes. Ici, qu'est-ce qu'on fait avec les plantes récoltées qui ont accumulé? Comme est-ce que c'est valorisable? Est-ce que c'est disposable? Est-ce que ça peut être détruit? Donc, par la suite, ben voilà pour les opportunités d'innovation. Ici, on vous donne des exemples, autant pour la myriophylle à épi que pour la lentille d'eau. On vous parlait d'avantages dont on doit tenir compte, l'avantage de l'enlèvement passif des nutriments, avantage d'oxygénation de l'eau pendant le jour, alors que c'est le contraire pendant la nuit, on va avoir un inconvénient où la myriophylle va consommer de l'oxygène. Ici, gros impact là, du système racinaire des myriophyles va affecter les conditions d'anoxie, va affecter les conditions d'oxygène dans les différents plans d'eau et évidemment, là, à la fin de son cycle de vie, libération de toxines naturelles. Pour la lentille d'eau, c'est assez similaire pour les avantages, là, une prise de charge organique importante, ce qui est un avantage, l'enlèvement de nutriments, le captage de métaux lourds. Par contre, les inconvénients, comme pour la myriophylle, là, réduction des niveaux d'oxygène dissous, obstruction des canaux et équipements dans les plans d'eau ou étangs aérés, à la fin du cycle de vie potentiel de relargage de matière en suspension à l'effluent et relargage de nutriments. Donc, pour les points clés à retenir et l'appel à action, je tiens à vous rappeler qu'on a présenté 3 cas d'utilisation. Donc, je vous invite de définir le cas d'utilisation qui vous convient le mieux, comme par exemple, un exemple ici pour le lac Kosciuszko, c'est d'avoir comme objectif principal limiter la prolifération des espèces aquatiques envahissantes du lac Kosciuszko, avec le défi de maintenir le rôle d'accumulation d'éléments traces par les végétaux dans le lac Kosciuszko, tout en permettant aux citoyens de profiter d'usages récréatifs du lac et de développer des technologies de surveillance et de gestion des espèces aquatiques envahissantes dans les zones minières afin de réduire leur propagation et de minimiser leur impact sur les écosystèmes aquatiques, ou bien encore développer un cas d'utilisation spécifique aux étangs aérés, à des lacs réservoirs destinés à la production d'eau potable et pourquoi pas se donner le défi ultime, c'est de s'y attaquer avec une vision holistique aux 3 cas d'utilisation qui visent à bien gérer les espèces exotiques et non exotiques envahissantes dans nos différents plans d'eau. Merci beaucoup.